les jeudis de l'Iliade. Bien, merci beaucoup d'être présent pour ce traditionnel jeudi de l'Iliade. Ce soir, nous accueillons Olivier François, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, donc rapide présentation d'Olivier, collaborateur à la revue Éléments, où il tient une chronique depuis 2016. Il anime également l'émission Le Plus d'éléments sur TV Liberté, mensuellement, je crois. Tous les deux mois, On alterne avec Patrick Luzinski, qui a son émission cette année-là. Qui a 2 émissions d'éléments, une fois par mois. Il a également donc fondé avec Jacqueline et Pierre-Guillaume Deroux l'association Exil H et a réalisé plusieurs entretiens littéraires ou cinéphiliques, notamment avec Richard Millet et Alain de Benoît. Il a également dirigé un livre collectif d'hommage à Dominique Deroux. Ce soir, nous lui laissons la parole pour une présentation de Léon Daudet face à l'immonde moderne. Ah oui, c'était une formule, je jouais sur le mot l'immonde, monde moderne, etc. Je veux d'abord remercier l'Institut Iliade de cette invitation pour parler au fond d'un homme qui est un illustre méconnu. Léon Daudet, on le considère parfois comme l'archétype de l'écrivain réactionnaire, de ces imprécateurs qui rejettent la modernité au nom d'une éthique aristocratique ou d'un attachement aux principes de l'Ancien Régime. Son nationalisme intégral, sa xénophobie et son antisémitisme de plume le font aussi classer parmi les polémistes sulfureux des heures les plus sombres de notre histoire. Ainsi, les bien-pensants ne le lisent que pour y déceler les racines du mal, et certains mal-pensants pour ajouter un nom à leur liste d'écrivains maudits. Tel journaliste, et c'est encore arrivé récemment, citera Léon Daudet pour condamner les provocations verbales d'un tribun populiste. A contrario, le jeune non-conformiste de droite, qui en général a assez peu lu Léon Daudet, pour choquer le bourgeois de gauche, pour choquer le bourgeois de gauche, citera Léon Daudet. D'autres enfin iront chercher dans les pages brûlantes du Gros Léon, comme on l'appelait, de quoi attiser les feux d'une révolte ou d'une haine. C'est à mon avis 3 manières de se tromper sur Léon Daudet, de ne pas le lire en profondeur. De nombreux historiens de la littérature, certes, ont une vision peut-être un peu plus juste de Léon Daudet en reconnaissant que le fils d'Alphonse, qui a baigné, j'y reviendrai peut-être pendant le débat, je vais faire vraiment une évocation non exhaustive et brève de l'œuvre de Léon Daudet en m'attachant à certains points qui me semblent intéressants. Donc de nombreux historiens de la littérature, évidemment, reconnaissent quand même que le fils d'Alphonse fut un grand critique littéraire, sans doute un des plus grands de la première moitié du XXe siècle, puisqu'il découvrit autant Céline que Marcel Aimé. Lui qui fut l'ami de Proust fut l'un des découvreurs, un des premiers à parler justement de la recherche du temps perdu. On se souvient aussi du grand article qu'il consacra dans l'Action française au voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, mais pas seulement Céline, on pourrait citer aussi les nouvelles de Morand, j'ai cité Marcel Aimé, pour parler aussi des évocations d'écrivains du passé. Lui, qui était un homme de droite, avait une grande admiration pour Jules Vallès. Et je ferai peut-être une première incise, parce que ça peut étonner que cet homme lié à l'Action française, lié à Maurras, Dieu sait si j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour Maurras, mais Maurras n'avait pas forcément une grande ouverture d'esprit en matière de littéraire, en tout cas sur ses contemporains. Je noterai rapidement qu'au fond, pour comprendre cette ouverture des Léon Daudet à la littérature contemporaine, y compris dans ses formes les plus innovantes, peut-être pas les plus avant-gardistes, mais les plus réellement innovantes, c'est qu'au fond, Léon Daudet, c'était un homme du XVIe siècle. C'était pas un homme du XVIIe, moins un homme du XVIIe, un peu guindé dans ce classicisme français merveilleux, mais qui ne permettait pas forcément d'apprécier la prose de Céline ou de Morand, mais c'était un homme du XVIe qui connaissait ses essais de Montaigne par cœur, et donc cette langue un peu coruscante qu'on retrouve aussi de Montaigne à Saint-Simon. Et je pense que cet aspect-là de la personnalité de Daudet explique son ouverture à la littérature de son temps. Et pour quand même citer Maurras, j'aime beaucoup cette phrase de Maurras qui dit « Il n'y a point de futurisme qu'un passéisme ardent n'est d'abord animé ». Et c'est parce que Léon Daudet était un homme du XVIe siècle, voire un homme du Moyen-Âge, qu'il a pu apprécier Céline, qu'il rattachait d'ailleurs à la satire Ménippée, qu'il a pu apprécier Marcel Aimé, qu'il rattachait à Aristophane, et qu'il appréciait Morand, qu'il appréciait une certaine littérature rapide comme ça du XVIIIe siècle. Ajoutons aussi quand même les souvenirs littéraires de Léon Daudet, pour ce panorama un peu rapide de son œuvre, et après nous passerons peut-être aux 2 points que je voudrais évoquer. Ajoutons que ces souvenirs littéraires que Proust comparait
aux mémoires de Saint-Simon. Ce n'est pas rien. Marcel Proust considérait que les souvenirs littéraires et politiques de Léon Daudet étaient dignes, pour le 19e et le début du 20e siècle, des mémoires de Saint-Simon. Et qui sont d'ailleurs, à mon avis, pour qui veut comprendre ce vieux monde, sont indispensables. Car Daudet y donne une chronique à la fois subjective et traversée par son rire d'ogre et ses colères de reître d'une période de l'histoire de France, des débuts de la Troisième République à l'entre-deux-guerres, qui vit notre vieux pays gallo-romain entrer dans la modernité. Et Daudet saisit vraiment le passage d'un monde à l'autre. Mais le génie, tout ce que je vous ai dit, mais le génie du mémorialiste, la vigueur du polémiste et la mauvaise réputation, nous y reviendrons d'ailleurs, parce que c'est compliqué le destin de Léon Daudet. Il a pu avoir des phrases qu'il a ensuite récusées, notamment sur la question juive, notamment, hein, même si c'est encore, on y reviendra tout à l'heure. Et la mauvaise réputation du personnage voile d'autres aspects que je vais vous évoquer ce soir de son œuvre, qui méritent pourtant l'attention et restent d'une étonnante actualité. Pour vous donner une petite idée de cela, il se trouve que Walter Benjamin, qui est quand même très loin de Léon Daudet pour toutes les raisons que vous imaginez, était un lecteur de Léon Daudet qu'il estimait fort. Je renvoie d'ailleurs à ce propos à la correspondance de Walter Benjamin avec avec Gershom Scholem, où il évoque à plusieurs reprises Léon Daudet et la lecture qu'il fait attentive de Daudet, lecture qu'on peut comparer d'ailleurs à celle que Gramsci faisait de Maurras ou de Péguy. Donc voilà. Léon Daudet a beaucoup écrit au long d'une vie rythmée par les engagements et les polémiques. Et son talent s'est aussi bien exprimé dans le roman et le pamphlet, la chronique littéraire et le manifeste esthétique, que dans des essais où il a développé des conceptions hétérodoxes sur la médecine et la psychologie. Psychologie, j'en parle, même la psychanalyse, puisque quelqu'un comme Lacan, lui aussi lecteur de Léon Daudet, mettait très haut les Rédos et un certain nombre de textes de Léon Daudet. On y reviendra tout à l'heure au moment des questions. On trouve ainsi dans cette œuvre touffue et parfois brouillonne des observations sur la brutalisation des sociétés occidentales par l'industrialisme et une critique de la science et de la médecine moderne qui, pour ma part, me semble annoncer avec un demi-siècle d'avance la contestation écologique de l'idéologie de la croissance et de la surmédicalisation. Il est à cet égard notable que ce nationaliste français ait su attirer l'attention sur la pensée d'un René Guénon. En 1924, il consacra une pleine page de l'Action française à une recension d'Orient et d'Occident. Je vais la citer parce que je la trouve quand même cette page intéressante. Je vais la retrouver tout de suite, hein, excusez-moi. Je cite donc, parce que ça paraît dans l'Action française. À l'époque, Massis écrivait Défense de l'Occident. Voilà, je cite Léon Daudet. Donc c'est sur le Orient-Occident. Cet ouvrage, il parle de l'ouvrage de Guénon, cet ouvrage par certaines de ses pages touche aux plus grands problèmes du temps présent avec une fermeté de pensée, une solidité de doctrine et une clarté d'expression mettant ce jeune auteur hors pair. L'Occident est placé depuis les encyclopédistes et au-delà depuis la Réforme dans un état d'anarchie intellectuelle qui est une véritable barbarie. L'Occident est menacé plus du dedans, je veux dire par sa débilité mentale, que du dehors, où cependant sa situation n'est pas si sûre. Lisez Orient et Occident et retenez le nom de René Guénon. Je sais qu'en ce moment, à droite, il y a un débat sur Orient et Occident. Il faudra y revenir, je pense que ce sera intéressant d'en parler. Je ne suis pas forcément d'accord d'ailleurs avec peut-être l'anti-occidentalisme excessif de René Guénon et de Léon Daudet, en tout cas dans ce que je viens de citer. Donc nous y reviendrons. Et aussi, il a su manifester, ce cher vieux Léon Daudet, une certaine sympathie pour les civilisations orientales, à rebours de l'occidentalisme des droites et des gauches de son temps. À une époque où Léon Blum évoquait à la tribune de l'Assemblée nationale, c'était en 1923, le devoir des races supérieures d'aider les races inférieures, Daudet moquait dans le stupide 19e siècle, en 1922, un an avant, ces colonisateurs qui prétendent apporter le progrès à des populations raffinées, comme celle de l'Indochine, par exemple, où les usages de politesse sont infiniment supérieurs à ceux de l'Occident, où tant de très vieilles civilisations sont superposées et fondues à la façon des strates de lacs polis. Une phrase que devraient méditer ceux qui s'empressent de réhabiliter le passé colonialiste de la République française, j'insiste bien sur le terme République française, en pensant lutter contre l'idéologie de la repentance. Sa critique de la modernité technique et scientifique, Léon Daudet, l'a particulièrement exprimée dans un roman de jeunesse que nous avons ici, Les Morticoles, que j'ai relu au moment du Covid, évidemment.
et dans un essai de maturité, le stupide 19e siècle, dont certains chapitres certes contiennent des charges contre l'esprit de laboratoire, l'hygiénisme, la démesure industrielle et le réductionnisme scientiste que, à mon avis, l'on pourrait croire écrite, même si c'est presque 50 ans avant, par un Bernard Charbonneau, un Jacques Ellul ou un Baudouin de Bodina. Que Baudouin de Bodina, que je connais un petit peu, cite d'ailleurs, parce que je lui en avais parlé lors d'une rencontre avec mon ami Guillaume Zorbib, me disait ah, mais Léon Daudet, incroyable, alors que l'homme, alors c'est compliqué, mais a publié l'Amphibie des nuisances, je trouve ça intéressant. Notons que c'est souvent en prenant dans sa ligne de mire la vision médicale du monde et les préjugés étroitement matérialistes de la caste des médecins que Daudet a dressé d'abord son réquisitoire contre l'industrialisme et les illusions du progrès. Avant de s'engager en littérature et en politique, pour situer un peu le personnage, le futur compagnon de combat de Charles Maurras a en effet suivi des études médicales et fréquenté les grandes figures de la médecine de son époque. Dans les salons de l'élite républicaine et dans les amphithéâtres des facultés, il a croisé Charcot et Pasteur, tous les grands seigneurs d'une science qu'à l'époque, il en parle très bien dans ses souvenirs littéraires, la bourgeoisie progressiste, scientiste, n'était alors pas loin de considérer comme une nouvelle religion. Quand on lit ces pages, c'est assez étonnant, on a l'impression d'entendre cette espèce d'expertophilie qu'on a pu retrouver récemment. Il a connu les intrigues des laboratoires, les querelles de chercheurs et de théoriciens, la corruption des spécialistes achetant la faveur de la presse et s'attachant à une clientèle par les moyens de la publicité et du spectacle. Il a pu surtout juger le fanatisme de ces doctrinaires du scalpel et du médicament qui prétendaient réformer l'humanité en la soumettant à un nouveau code hygiéniste et utilitaire. Publié en 1894, Les Morticoles sont la transposition romanesque de cette expérience. Fable swiftienne et roman à clé, ce livre conte les aventures de Félix Cannelon, jeune marin, sujet d'un pays de soleil et de joie simple, je pense que là Daudet pense à la Provence, qu'il aimait tant, qui échoue avec ses camarades sur les rives de la sinistre Morticolie. Alors qu'est-ce que c'est la Morticolie ? C'est une nation imaginaire que crée Daudet, que invente Daudet, qui est dirigée par une clique de médecins dont les noms sonnent déjà comme des menaces et des condamnations. Il y a par exemple le redoutable Crudané, on n'a pas envie de rencontrer un Crudané, qui dirige les services d'hygiène. L'infâme Cloacol, le journal à scandale, le tibia brisé, qui fait et défait les carrières, entretient la concurrence entre messieurs les docteurs et assure la promotion des remèdes miraculeux et de nouvelles drogues. Les notables et les puissants de cette république infernale sont Tartègre, Wabanheim, l'aliéniste Ligotin, ou le docteur Malazvon. C'est vraiment l'horreur. Autant de figures d'épouvante, de monstres civilisés et de pédants meurtriers qui soumettent leur peuple à une insidieuse dictature au nom du progrès et de la santé. Les pauvres dans ce pays qui a la religion de la matière, quand ils ne travaillent pas en usine ou traînent leur misère sur les trottoirs d'une ville grise et uniforme, sont traités en cobayes et enfermés dans des hôpitaux-prisons. Les riches sont entretenus dans leurs névroses et leurs maladies par des spécialistes en quête d'héritage et de pratique. Les morticoles sont des êtres dont l'existence a été artificialisée. La science qu'ils révèrent ne reconnaît dans la nature qu'un champ d'expérience et d'exploitation. Leur alimentation est trafiquée par la chimie et la littérature est bannie des bibliothèques au profit des manuels de biologie ou d'anatomie. Leur éducation est purement utilitaire et ne laisse aucune licence à la fantaisie ou au jeu de l'imagination. Il y a un autre point aussi dans ce livre qui est tout à fait intéressant, parce qu'il écrit ça en 1894, c'est l'usage que la République morticole fait des fêtes. Il y a régulièrement des fêtes de la santé, des fêtes de l'égalité, des fêtes de la fraternité, des prides. En gros, il faut que la population, organisée par ses médecins, manifeste dans sa rue, au fond, sa dévotion pour ces grandes abstractions que sont liberté, égalité, fraternité, santé. Donc il y a quelque chose d'ailleurs, de ce point de vue-là, qui annonce certains textes de Philippe Muret. Le cauchemar que Léon Daudet met en scène dans ce roman semble annoncer, on le voit, certaines réalités de nos sociétés techniciennes. Les scandales qui agitent régulièrement les industries agroalimentaires ou pharmaceutiques et la destruction programmée de l'enseignement littéraire et philosophique ne sont-ils pas dignes de la République morticole ? Citons enfin ce passage étonnamment actuel qui décrit les pathologies nerveuses des citoyens morticoles. Vous verrez, c'est incroyable. Pour moi, en tout cas, ça m'a vraiment marqué. Il suffit de se promener, de prendre le métro pour justifier cette citation de Léon Daudet. L'extraordinaire pression sentimentale et sociale à laquelle sont soumis les morticoles a développé chez eux, au plus haut point, les désordres du système nerveux.
une perpétuelle inquiétude, le moindre bobo exagéré traité par une dizaine de médecins contradictoires, une activité industrielle incessante, un frénétique désir de rapidité que manifeste et multiplie la vapeur électricité à outrance, l'affaissement des âmes par l'analyse, la persuasion du fatalisme, la crainte de l'hérédité, la terreur de la mort, la certitude de l'omnipotence de la matière, la soif à tout prix des richesses, la nature heurtée et violentée par la science qui se venge en empestant les sources, l'air, la mer, en donnant aux animaux des maladies hideuses qui viennent de l'homme et retournent à l'homme. Telles sont les causes générales de ce dérangement. Léon Daudet, cette longue citation l'illustre à mon avis, a mis en garde dès la fin du XIXe siècle, 1894 je le répète, contre les conséquences morales, psychologiques et matérielles d'un accroissement désordonné et sans limite du pouvoir de l'homme sur la nature. Il a ainsi souligné les effets dangereux d'une science qui s'émanciperait radicalement du sens commun, et à mon avis d'ailleurs c'est assez proche de certains articles de George Orwell 40 ans plus tard, pour devenir une pure théorie, je parle de la science, sacrifiant l'humanité concrète aux abstractions ou au seul développement des forces productives. En 1894, date de l'apparition des morticoles, particulièrement dans la France de la Troisième République, le Parti du Progrès dominait largement la vie intellectuelle et politique. Les bourgeoisies de gauche et de droite louaient les bienfaits de l'industrialisation et s'enorgueillissaient des conquêtes du génie scientifique. Le savant était alors érigé comme modèle d'une humanité définitivement libérée des chaînes d'un passé d'obscurantisme et d'esclavage. Les apôtres de l'humanitarisme progressiste annonçaient pour le XXe siècle une ère de prospérité, de paix et de fraternité universelle. Ce fut, il faut bien le reconnaître, le partisan du trône et de l'autel qui eut raison contre les illusions de son époque, me semble-t-il. Les réactionnaires qui n'attendent souvent rien de leur temps et cultivent, peut-être d'ailleurs que on doit les soumettre aussi à la critique, et cultivent un pessimisme méprisant, ont parfois une lucidité qui manque au béat de toutes les innovations. Évoquons, pour ne pas conclure complètement ce bref panorama de la confrontation de Léon Daudet avec la modernité, le stupide XIXe siècle, un essai paru en 1922, qui me semble avoir gardé une certaine actualité. Dans ce pamphlet, notre polémiste revient sur des thèmes qu'il a déjà abordés dans son roman de jeunesse, je parle des morticoles. Il y flétrit toujours le matérialisme grossier des ignorants diplômés de l'hôpital et de l'université et fustige aussi violemment ces idéologues qui rêvent d'allonger les peuples sur le lit de Procus de leur théorie. Mais l'expérience du premier conflit mondial donne à ce livre d'un entrepreneur en démolition politique et intellectuelle une couleur plus sombre. Si l'homme de l'Action française, dont je ne veux pas faire un saint encore une fois, ni un homme qu'on devrait épargner, si donc l'homme de l'Action française fut au long de la Grande Guerre civile européenne de 14-18, le représentant d'un nationalisme chauvin, il faut bien l'admettre, il a écrit des choses absolument abjectes, allant jusqu'à exiger dans ses articles que l'on fusille tous les pacifistes, allant jusqu'à dénoncer un certain nombre de ces pacifistes. Il eut très vite, et donc 4 ans après la fin du conflit, une conscience nette de la transformation de la guerre par l'apparition de nouvelles armes et la mécanisation de l'armée. Et ça a beaucoup marqué quelqu'un comme Walter Benjamin. Il exprime désormais plus précisément que par le passé sa crainte d'un retournement de la machine contre l'homme. Aussi, les pages que lui inspire le développement de l'aviation, par exemple, dans l'immédiate après-guerre, résonnent comme des avertissements. Et je vais faire écouter encore la voix de Daudet. La guerre a prouvé que les avions avaient un pouvoir de destruction sans précédent et duquel on pouvait attendre dans un avenir rapproché l'écrasement de cités entières. Le retournement de la machine contre l'homme est un problème tel qu'on peut se demander si c'était la peine d'exterminer les fauves et les carnassiers, étant donné qu'ils seraient remplacés par une zoologie métallique infiniment plus redoutable que les animaux féroces antédiluviens, que le tyrannosaure de 55 mètres de haut. Le bonheur par le progrès de la machine est devenu très aléatoire. L'industrialisme apparaît aujourd'hui comme l'antichambre de la guerre. Cette zéologie mécanique qu'évoque le polémiste, nous la retrouvons une vingtaine d'années plus tard, traquant les réfugiés sur les routes de l'Exode, rasant les villes de Dresde ou d'Hiroshima. Nous la rencontrons aujourd'hui partout où les impérialismes modernes cherchent à assujettir les peuples dans le drone, l'hélicoptère de combat ou le bombardier de 3e génération. Daudet fut, là encore, annonciateur de futures catastrophes. Plusieurs éditeurs récents, plutôt classés à gauche, ont récemment publié des introductions ou des anthologies consacrées aux précurseurs de l'écologie et de la décroissance. Le Gros Léon, me semble-t-il, mériterait assurément d'être classé parmi eux. Il était de ces hommes lucides qui ont lutté contre les pathologies de nos sociétés radicalement, c'est-à-dire en combattant les causes des désastres et les catastrophes avant d'en déplorer les conséquences.
Un jour viendra, j'y crois assez peu, ou peut-être, les jeunes militants de l'écologie radicale, pas les crétins qu'on voit à la télé, auront peut-être un jour un livre de Léon Daudet dans leur poche, qui sait. Et je vous remercie. Voilà, cette petite introduction aussi a évidemment pour but de provoquer vos réactions, parce que c'est un panorama rapide et un peu panoramique. Donc, un panorama, c'est forcément panoramique. Donc si vous avez des questions, des remarques, des précisions à me demander, je suis à votre disposition. Quels sont les romans que vous conseillerez? Alors, vous savez, Léon Daudet, il a écrit 60 romans, je crois plus d'une centaine de romans, c'était un véritable polygraphe. Évidemment, Les Morticoles, peut-être Le Lys sanglant, qui est un très beau roman contre-révolutionnaire qui se passe entre 1789 et 93. Le Napu, qui est l'histoire d'une épidémie, que j'ai lu il y a pas longtemps, il y a longtemps, donc je ne l'ai plus vraiment en tête. Évidemment, ses souvenirs, mais c'est pas le roman, mais ses souvenirs qui font quand même presque... Dans la collection bouquins écrits petits, ça fait presque 1400 pages. Donc on peut vraiment goûter la voix de Daudet. Après, il y a des romans qui sont, à mon avis, plus de commandes, L'Entremetteur, des choses comme ça, on peut peut-être s'en passer. Le voyage de Shakespeare, évidemment. Ça, je ne l'ai plus vraiment en tête. Mais Le voyage de Shakespeare, qui est un de ses premiers romans, qu'il écrit après Les Morticoles, je crois, 1898. Où il imagine une sorte d'odyssée shakespearienne. Lui qui était d'ailleurs, je disais qu'il était un homme du 16e, alors Shakespeare est du 16e d'ailleurs, oui. Mais les grands maîtres de Léon Daudet en matière littéraire qui reviennent souvent, c'est Shakespeare, Rabelais, Montaigne. Et un peu Saint-Simon, et évidemment les Grecs, avec d'ailleurs une préférence pour Aristophane, davantage que pour Sophocle, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs de Daudet. Et pourquoi cet intérêt pour Léon Daudet? Comment c'est venu? Simplement parce que j'étais d'abord, avant d'être daudetien, je ne sais pas si je suis daudetien, mais simplement parce que j'avais lu l'article qu'il avait consacré au voyage au bout de la nuit. Quand on découvre Céline à 20 ans, ça marque. Puis bon, par divers biais, je suis arrivé à Léon Daudet et il se trouve aussi que j'ai quand même quelques accointances avec la traduction d'Action française. Donc, voilà. Oui, je voudrais parler de l'influence que j'ai entendu dire, mais vous devez savoir mieux que moi si c'est vrai ou pas, qu'à une époque, Brasillac a failli avoir le prix Goncourt pour les 7 couleurs, et j'ai entendu dire que lui et un de ses amis avaient œuvré pour que ça soit quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, je ne suis pas au courant de cette histoire. Je pense que Brasillac n'était pas forcément... J'ai beaucoup d'admiration, notamment pour les mémoires de Brasillac, qui sont un texte évidemment important. Puis Brasillac est un grand critique littéraire. Il suffit de revoir les 4 jeudis, je crois, enfin, le recueil de textes littéraires, de critiques littéraires de Brasillac. Je pense qu'à mon avis, en plus, quand on imagine, il faut penser qu'il écrit ça quand il a 22-23 ans. Les textes qu'il consacre à Claudel, à Jean Giraudoux. Son introduction à pas son Racine, ça c'est Molnier, mais son introduction à la poésie française, les textes qu'il a écrits pour Corneille, grand écrivain évidemment Brasillac, mais je ne suis pas persuadé que l'œuvre romanesque de Brasillac est beaucoup plus à Daudet. Et Daudet, je ne l'ai pas cité. Oui, mais justement. Oui, je pense que... Et de toute façon, Daudet... J'ai entendu dire qu'il avait... Oui, mais ça ne m'étonne pas... J'ai entendu dire que la plupart des gens et a priori, il était pas loin de pas avoir pris Goncourt. Vous savez, il y a une phrase de Léon Daudet. Quand il milite pour que Céline ait le prix Goncourt, c'est pas Céline qui a le prix Goncourt en 1932. Évidemment, roman à l'époque considéré comme roman de gauche. Faut pas oublier que Céline, à l'époque, au Voyage au bout de la nuit, roman pacifiste, antimilitariste. Il y a un ensemble d'amis politiques de Léon Daudet qui disent mais comment tu peux défendre cet horrible anarchiste qui attaque l'armée, la nation, etc. Et Daudet a cette phrase: quand il s'agit de littérature, la patrie, je l'emmerde. Donc je pense qu'en matière littéraire, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas patriote, Daudet, mais en matière littéraire, c'était ses goûts qui passaient avant des positions politiques. Il n'aurait jamais, je pense, même si d'ailleurs c'est pas une œuvre complètement inintéressante, mais enfin bon, il y a quand même, c'est pas l'essentiel. Je pense qu'il n'aurait jamais défendu un Henri Bordeaux, par exemple. Henri Bordeaux, qui est une sorte de Soubarès, un peu cato, gentil, mais bon, voilà. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il était passé de la
République à la monarchie. Alors ça, oui, j'aurais dû Comment peut-être est-ce que- évoquer davantage un peu sa Ouais, biographie. c'est C'est vrai que Léon Daudet est un homme qui naît dans le milieu républicain, qui naît dans le milieu... Enfin, il est le fils d'Alphonse Daudet. Quand il a 12 ans, il est reçu avec son père chez Victor Hugo. À la maison passe autant Zola que d'ailleurs aussi Barbé d'Aurevilly. Dans les souvenirs littéraires, il y a des portraits de Barbé. Mais enfin, tout le monde littéraire et tout le monde officiel de son époque, il l'a connu dès qu'il a 8 ans. D'ailleurs, son père le met à table. Il a 8 ans, il dîne avec les grands politiques de son temps. Donc Clémenceau, il l'a vu à la maison. Pour lui, Clémenceau, c'est comme ça. Jules Ferry, enfin, il connaît tout le monde. Et après, je pense que, alors, il y a quand même l'affaire Dreyfus, où il va prendre des engagements très radicaux, qui va renier par la suite. Mais alors, c'est très bizarre, Léon Daudet. On peut parler, par exemple, de la question de l'antisémitisme. Daudet a des positions d'un antisémitisme absolument délirant au moment de l'affaire Dreyfus, d'un antisémitisme d'ailleurs, y compris racial. C'est-à-dire qu'il a des mots, je pense qu'on aurait pu les trouver dans le Sturmer, sincèrement. Même si, voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais à l'époque, il ne faut pas cacher les choses. J'ai certains amis d'Action française qui me font toujours le jeu de dire « Ah oui, mais l'antisémitisme de l'Action française, c'était un antisémitisme d'État et pas un antisémitisme de peau. » Il suffit de reprendre les textes de Daudet à l'époque. C'est de la haine pure. Enfin, et avec tous le côté biologisant, l'ironie sur les gros nez, etc. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le paradoxe, c'est que Léon Daudet écrit dans Paris vécu, qui est un texte, il écrit en 1923 ou 26, je ne sais plus. Bon, on n'est pas à 3 ans près, où il revient sur sa jeunesse, pour évoquer le Paris de sa jeunesse, et il explique qu'au fond, l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est du passé, qu'il a de toute façon tout à fait renié tout ça, et que c'est plus du tout d'actualité. Sauf qu'il y retombe en 1936, et qu'il va écrire contre Léon Blum des textes aussi violents et virulents que Maurras à l'époque. Donc tout ça est très ambigu. Moi je pense, notre ami Christophe Lafosse est là, et j'en ai parlé d'ailleurs avec Pierre-André Taguieff, avec qui on a fait un entretien, on a fait un entretien dans Éléments dans le dernier numéro, et Taguieff me disait une chose assez juste, c'est qu'il dit, au fond c'est très compliqué de parler de l'antisémitisme français chez certains écrivains, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser en quelque sorte. On a parfois l'impression que ces gens-là vont écrire des papiers antisémites, au fond, pour faire de belles pages de polémique, parce que c'est facile, parce qu'il y a la caricature, il y a les préjugés de l'époque, donc on va écrire son article, on va parler du nez, la caricature du juif, machin, etc. Voilà, c'est ça. Donc il y a une sorte de pornographie, en quelque sorte, auquel il cède. Et son passage à la monarchie. Alors. Et son passage à la monarchie, la rencontre avec Maurras, peut-être un peu avec Barbé, mais d'abord elle est littéraire, mais je pense que c'est Maurras qui convertit tous ces gens à la monarchie. D'abord ces gens-là sont avant tout des nationalistes, et ensuite c'est Maurras, la rencontre avec Maurras. Merci de vos références au morticole et du 19e siècle. Moi-même je les avais utilisés dans les travaux sur la critique de la modernité. Et ce qui frappe quand on étudie Daudet, c'est, vous n'avez pas parlé de ce côté personnel, quelqu'un qui est à fleur de peau, et je pourrais donner des exemples, enfin je sais pas, j'aimerais confronter ces exemples. Par exemple sur Hérédo, là, c'est vraiment, il a comme une peur de la syphilis de son père, enfin ça transparaît comme une même panique. Oui, bien sûr, je vous donne mes deux autres exemples. Sur Charcot, je crois qu'il y a une histoire de femme aussi avec le fils Charcot. Enfin, alors ça, il avait des mœurs. Et enfin, l'histoire du fils Daudet, qui est quand même... qui est terrifiante, terrible. Et vraiment, c'est un type dont on a l'impression qu'il est toujours... une sensibilité à fleur de peau. Enfin, ce qui explique d'ailleurs ses contradictions et ses retournements. Vous parlez de l'Hérédo. Alors Daudet, il est assez étrange, parce que à la fois... Comme d'ailleurs Maurras à l'époque, il réagit beaucoup contre la tentation qu'il appelle gobiniste dans la droite française et même dans la gauche française, de tout dire, la biologie, l'hérédité, même s'il ne le rejette pas complètement. Mais en même temps, il dit attention, une civilisation, c'est pas que le sang qui coule dans nos veines, c'est aussi un héritage spirituel, immatériel. Et en même temps, dans l'Hérédo, il dit que bah oui, il y a quand même une hérédité. Et sur la syphilis, c'est aussi un homme de son temps. C'est-à-dire que la syphilis, c'est une maladie qui touche, les gens meurent. Il a eu autour de lui des gens qui sont morts de la syphilis, donc ça le hante évidemment. Et moi, j'aimerais revenir. Alors c'est étonnant parce que aujourd'hui, alors
pour le côté libre de la critique littéraire de Daudet, moi je trouve assez triste qu'à droite, et on a raison de réagir contre un certain art contemporain qui est du grand n'importe quoi, mais je pense que c'est important, quand on critique cet art contemporain, de ne pas se replier sur des positions académiques. Et je ne l'ai pas cité d'ailleurs, mais en relisant le stupide 19e siècle, je trouve la position de Daudet intéressante, parce qu'il va s'opposer à l'académisme, dans lequel s'est réfugiée une certaine droite conservatrice de l'époque, pour faire l'éloge justement du classicisme, dont il n'a pas du tout la même vision que Maurras, parce que le classicisme, au fond, ça va de Aristophane à Racine, et c'est plus Montaigne et le début 17e ou le 16e que Racine ou un certain classicisme à la Maurras, quoi. Et je trouve, de ce point de vue-là, son œuvre reste tout à fait stimulante, parce qu'il nous permet d'échapper à ces écueils, à cet écueil du repli. On peut tout à fait défendre, on va dire, une droite offensive face à la modernité et aux erreurs moteur, aux stupides idées modernes, tout en étant ouverte à ce qu'il peut y avoir d'éternel et dans certaines innovations. Hein. Je reviens à la phrase de Maurras, il n'y a pas de futurisme ardent, il n'y a pas de futurisme qu'un passé ardent n'est d'abord animé. Quand Léon Daudet découvre les premiers tableaux, y compris cubistes, de Picasso, il y voit quelqu'un qui est aussi l'héritier d'une grande tradition picturale espagnole ou médiévale. Et donc je trouve ça très, très enthousiasmant, pour ma part en tout cas. Déjà, merci pour ta conférence. Merci. Concernant sa spiritualité, tu nous as dit qu'il se revendiquait de Montaigne et de Rabelais. Il est donc dans la tradition des sceptiques ou... Non, alors il était très catholique, assez catholique, tourmenté. À mon avis, alternant, il est beaucoup plus catholique que Maurras, ça c'est une évidence. Et ça traverse, j'en ai peu parlé, mais ça traverse quand même à certains égards son œuvre, même s'il est quand même assez discret sur sa foi. C'est pas le centre de son œuvre, mais il y a quand même quelques évocations. Félix Cannelon, par exemple, pris secrètement à un moment donné dans la Morticole, récite son credo, je crois, ou une prière à la Vierge, en cachette, puisque évidemment les Morticoles, c'est un pays d'athées matérialistes, quoi. Mais c'est pas très présent dans son œuvre. Il se trouve qu'il était très lié à Bernanos, au début en tout cas, puisque d'ailleurs Daudet a été un des grands découvreurs de Bernanos. Il fait un grand article au moment de l'apparition de Sous le soleil de Satan, et il aimait en plus le côté bohème de Bernanos, dont moi j'ai quelques récits là-dessus. Quand Daudet vient voir Bernanos, visiter Bernanos, les enfants sont cachés, je crois, dans le jardin et commencent à lui jeter des pierres, et ça fait beaucoup rire Daudet, tout ça. Autre question, autre remarque? Oui, j'avais lu un jour un article sur Daudet, et l'auteur expliquait que pendant l'occupation, quand il y a eu les premières mesures anti-juives de l'État français, que Daudet a arrêté d'attaquer les Juifs. Oui, alors il a arrêté à 2 reprises. En fait, à l'Action française, il y a un moment où on arrête un petit peu d'attaquer la communauté juive. C'est dans les 5 années après la Première Guerre mondiale. Parce qu'au fond, à ce moment-là, un peu comme Barès, sauf que Barès va plus loin, parce que quand il écrit les familles spirituelles, les 5 familles, je sais plus, les familles spirituelles de la France, il y a un chapitre sur les Israélites, et Barès renie, de manière assez claire d'ailleurs, son antisémitisme de l'affaire Dreyfus. À l'Action française, il y a un petit moment quand même, où il y a des phrases, on va dire, peut-être pas tendres, mais sympathiques pour ce qu'ils appelaient les Israélites français. Voilà. Mais de toute façon, ils retombent après. Il y a c'est un côté pathologique d'ailleurs. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Dès qu'il y a un juif au pouvoir, allez, on revient sur le chameau sémitique. C'est étonnant. L'auteur de l'article, je me souviens plus d'où j'ai lu ça, le nom de l'auteur, mais il disait, bon, tout le fait, Daudet attaquait les Juifs quand ils étaient au pouvoir, quand ils étaient puissants en 1936, bon, Léon Blum dirige la France. Mais par contre, quand ils sont persécutés, c'est ce que disait l'auteur de l'article, il a l'élégant de plus. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que quand ils attaquent les Juifs parce qu'ils sont au pouvoir, ou un Juif quand il est au pouvoir, mais c'est pas simplement attaquer la politique juive ou le lobby, machin, etc. Ils emploient toutes les clichés de l'antisémitisme, le plus virulent, le plus même délirant à certains égards. Après, c'est compliqué cette histoire, mais ce qui est étonnant avec Daudet aussi,
c'est de voir, mais comme avec Maurras, par exemple, c'est Gérard Leclerc, mon ami Gérard Leclerc de France catholique, qui est un maurassien critique, qui m'expliquait qu'il avait retrouvé un texte de Maurras en 1943, où Maurras expliquait qu'il s'était trompé au fond sur l'Ancien Testament, et que, en fait, tous les prophètes juifs, les prophètes hébreux de l'Ancien Testament étaient des grands maîtres conservateurs, réactionnaires, et qu'il fallait relire l'Ancien Testament. C'est étonnant, parce qu'il n'écrivait pas ça dans sa jeunesse, quoi. Est-ce que d'autres questions? Oui. Vous avez mentionné la dimension psychologique. J'ai pas entendu, excusez-moi. Vous avez mentionné rapidement la dimension psychologique et psychanalytique de son œuvre. Est-ce que vous pouvez... Alors ça, malheureusement, je suis trop peu versé en ces matières. Voilà, donc. Il y a un peu les rédos, mais moi j'ai pas lu tout Daudet, c'est vrai. Et en plus, non. Là, je préfère humblement dire que je ne sais pas. Peut-être que... Mais au fond, non, je pense que par contre, ça j'avais eu quelques échos pour quand même répondre un peu à votre question, parce que j'avais lu un article de l'abbé de Tannouarn sur Lacan, où il expliquait qu'évidemment, dans les milieux d'action française, ou dans certains milieux, entre guillemets, réactionnaires, on ne pouvait s'intéresser qu'à Freud, puisque au fond, au bout du compte, moi je connais pas très bien cette œuvre-là, mais au bout du compte, contrairement à la croyance libérale que l'homme est de génération spontanée, la psychanalyse nous explique que malgré tout, nous sommes faits d'un passé, de quelque chose qui vient avant nous, et qu'on n'est pas simplement des espèces de monades purement indépendantes et de génération spontanée. Donc peut-être cette réponse... Et très clairement, on sait très bien par contre que Lacan était très lié au milieu d'action française quand il avait 20 ans, lecteur de Maurras, comme d'ailleurs beaucoup de freudiens français. Parmi les gens qui apportent Freud en France, il y a beaucoup de gens qu'on classerait aujourd'hui à droite, avec toute l'ambiguïté de ce terme. Et Lacan, au fur et à mesure de sa vie, il a changé de bord ou il est resté... Lacan, je pense qu'il n'a pas vraiment changé de bord. Il s'est retrouvé à gauche un peu par hasard. En même temps, il y a des vidéos assez drôles où on voit Lacan discuter avec un gauchiste. Et puis il lui dit, vous lui racontez de la dégueulasserie, c'est n'importe quoi. Il lui rappelle que vous avez un père, une mère. Donc il était assez peu libertaire, Lacan, je pense. Ouais. Il avait le sens de la loi. Mais il passe pour un homme bien pensant. Et peut-être par opportunisme, il s'est classé à gauche. Mais au bout du compte, je ne pense pas qu'il était vraiment de gauche. Mais il y a beaucoup de psychanalystes aujourd'hui qui sont à droite. En tout cas, qui ont des positions conservatrices du fait même de leur position psychanalytique. Et après, moi, ce n'est pas un sujet que je méprise. Je le maîtrise vaguement pour avoir lu des articles. Mais je ne peux pas en parler vraiment. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup Je vous en Olivier. prie.